Le vieux Hanoï, pour débarquer en douceur au Vietnam, c'est très bien. Enfin, en douceur, façon de parler. Oui, c'est vrai, ce pays bouge et change vite, mais sans jamais perdre son âme. Tant de facettes De lieux à découvrir et de gens à rencontrer. Du coup, on va faire 2 voyages. On part du nord On va vers le sud. et chacun explore son Vietnam à lui. Et à ce moment-là, on n'a qu'à se retrouver à Hoi An, qui est là. On se retrouve direct là. Moi, je vais en moto, toi, tu vas en train. Ouais, Ouais, bah c'est d'accord. pas mal. Mais au fond de ma poche, un briquet pèse lourd. Un briquet de soldats qui pèse lourd aussi sur l'histoire du Vietnam. Comment oublier que la guerre a été omniprésente ici au siècle passé? Moi, j'ai envie de tourner autour de ça. Moi, ce qui m'intrigue depuis mon arrivée, ce sont plutôt les femmes. Vendeuses de soupe, porteuses de riz, jeunes branchées. Dans le vieux Hanoï, on ne voit qu'elles. Elles tiennent les cordons de la bourse, les clés de la cuisine. Il paraît qu'au Vietnam, ça se passe comme ça. Et ben, ce sont ces femmes-là que j'ai envie de rencontrer. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est cette capacité incroyable à se souvenir d'un passé même douloureux et quand même surfer résolument vers l'avenir. La tauromachie et le pop art, Van Gogh et Obama, tous télescopent. Pour moi, cap sur la baie d'Along. C'est l'image d'Épinal du Vietnam, c'est vrai. Mais enfin, quand on découvre ce paysage dans la brume pour la première fois, on comprend vite pourquoi l'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial. Et puis le voyage commence bien. Le capitaine du bateau me fait confiance pour jouer les équipiers. Enfin, le vent n'est pas vraiment au rendez-vous et les voiles, c'est plutôt de la déco. Mais bon. Les jonques pour touristes se font vite oublier. Ça tombe bien, j'ai envie d'en savoir plus sur le quotidien des gens d'ici. Car si ce décor posé sur l'eau semble inhabité, il ne l'est pas. Au fil des siècles, les pêcheurs ont troqué leurs bateaux contre de vraies maisons flottantes. Et à Qua Van, j'ai rendez-vous avec Yen, l'une des institutrices de l'école de la baie. Giờ cô mời dãy hàng ngang bắt đầu từ bạn Cường đọc nối tiếp câu cho cô. Au Vietnam, l'éducation, c'est sacré. 93% des enfants vont à l'école et le village de Qua Van n'échappe pas à la règle. Alors, sous le regard d'un certain Ho Chi Minh, on trouve la place, on s'adapte aux horaires des enfants de pêcheurs, à la météo capricieuse, on fait cours le matin, l'après-midi. Et les maîtresses, elles aussi, se mettent au rythme de l'eau. Toutes les maîtresses viennent de la ville de Halong, sur la terre ferme. C'est notre premier poste et nous restons ici pour 1 ou 2 ans avant d'aller enseigner dans une école normale. Les maîtresses de l'école flottante viennent donc du continent. Mais comment est-ce qu'on s'adapte à un monde sans terre quand on n'est pas d'ici ? J'étais inquiète en arrivant. Tout change par rapport à la terre ferme. Là-bas, on était dans notre cocon, choyés par nos parents, par la famille, tout ça. Avec tous les conforts, j'avoue que ça m'a pris du temps pour m'adapter. Et puis ici, on vit sur l'eau. On n'a pas la télé, pas de journaux. Il n'y a pas de réseau pour les téléphones portables. Parfois, on n'a même pas d'électricité. Du coup, on éclaire souvent à la bougie le soir. Disons que la vie est plutôt difficile quand on vient de la terre ferme. Mais les habitants du village et les enfants nous ont beaucoup aidés. Et puis on est devenus comme des sœurs, alors on s'entraide. On s'adapte et, à vrai dire, on s'amuse pas mal aussi. Aujourd'hui, les travaux pratiques, c'est pêche au coquillage. Et les enfants ont plutôt l'air d'être dans leur élément. Ici, ils apprennent à ramer dès l'âge de 3 ans. Alors forcément, sur les rochers, les rôles s'inversent. Tu sais, nous sommes 5 maîtresses. Et ben, sur les 5, il n'y en a aucune qui a le courage de nager sans la bouée.
Les enfants m'ont appris plein de choses. C'est vrai que c'est moi la maîtresse, mais eux aussi m'apprennent des choses. Ils m'expliquent comment on se débrouille ici. Et puis ils me donnent des conseils sur tous les petits trucs du quotidien. Je sais que quand je repartirai d'ici, tout ça va me manquer. La pêche au coquillage, la pêche aux sèches, la vie du village et les moments passés avec les autres maîtresses aussi. C'est un lieu qui sera plein de souvenirs pour moi. Elle a raison, Yen. Quand on quitte ce petit monde aquatique, c'est avec des images et des souvenirs plein les yeux. La guerre sur l'écran, c'est du cinéma. La réalité, c'était pire. Le Vietnam du XXe siècle a été bombardé, brûlé au napalm au-delà du réel. Mais avant la guerre américaine, il y a eu la guerre d'Indochine. Gamin, on m'en a beaucoup parlé. L'Indochine, c'était la maîtresse rêvée de la France coloniale. Hanoï, Saïgon, beauté, volupté, opium. Mais les Vietnamiens, eux, rêvaient d'indépendance. Dien Bien Phu, c'est comme Trafalgar ou Waterloo. Les vainqueurs donnent le nom de ces batailles à des avenues, des squares. Mais que sait-on vraiment des souffrances de ceux qui y étaient? Loïc. Enchanté. Entrez. Merci. Huyen est tué, son journaliste. Monsieur Mai est un vétéran de Dien Bien Phu. Ensemble, ils ont passé 3 ans de leur vie à un incroyable travail de mémoire sur la guerre d'Indochine. La petite équipe a inlassablement collecté les témoignages de Mai et de ses camarades. Côté français, on a beaucoup écrit et filmé là-dessus. Il manquait le point de vue vietnamien, c'est ce livre, c'est fait. C'est la première fois qu'on entend la parole de simples soldats. On arrive chez un monsieur et on réalise en arrivant qu'il est trop tard. Il est là pour nous accueillir, mais n'est plus en mesure de nous parler. Et il pleurait. Et on voyait que ces larmes, c'est très émouvant et en même temps décevant. Et on sait que le temps presse. Et en même temps, on sait qu'on a raison d'y aller parce que sinon, ce sera perdu, ce sera parti. Quand M. Mai nous a raconté sa marche vers le front, à pied, il avait 17 ans et ça nous a beaucoup touchés. 17 ans, et l'époque était terrible. 71 ans de colonisation française, des semaines et des semaines de guérilla dans les montagnes, vers les marécages de l'assaut final. Et pour finir, le 7 mai 1954, victoire d'Ho Chi Minh et de son armée de fortune dans la fameuse cuvette de Dien Bien Phu. Il me dit, j'ai marché comme ça, on a vécu ça, j'avais peur. Mes amis étaient courageux, des choses très simples comme ça me parle à moi et je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Pour comprendre leur travail de fourmis têtues, courageux, il faut quitter Hanoï. Quitter Hanoï pour partir là-bas, là-haut, dans les montagnes, vers Mai Chau. Les combattants Viet Minh, civils pour la plupart, peu armés, pieds nus, en marche vers Dien Bien Phu, c'est le mythe fondateur de la République socialiste du Vietnam. Pas si simple de rester à hauteur d'homme, d'échapper à l'histoire officielle, à l'épopée héroïque du parti. Mais les mots simples de Monsieur Mai savent le faire. On marchait tous les jours dans la forêt et il fallait que chacun d'entre nous économise un peu de sous pour s'acheter des lanières et se fabriquer des sandales. Parce qu'on n'avait rien à l'époque. Il y en a qui restaient pieds nus.
Oui, beaucoup marchaient pieds nus. Le 13 décembre 1953, notre chef a été tué. Et rien que dans notre camp, on a perdu plus de 2000 hommes. Dans le village du bout du monde, la guerre est loin maintenant. Mais Monsieur Maille revient pourtant sur ses pas. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est un morceau d'un parachute. Je l'ai gardé depuis la bataille de Dien Bien Phu. Mais ça, c'était un parachute français, en fait. Oui, exactement. C'est le parachute d'un soldat français. Du livre, nos amis veulent maintenant faire un documentaire, garder la mémoire encore, avant qu'elle ne s'estompe tout à fait. Je ne suis pas obsédée par ces guerres-là, ni ces sujets de guerre, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour comprendre d'où on vient et pourquoi on est devenu aujourd'hui comme ça. Reste que, vainqueur ou vaincu, on ne sort jamais vraiment indemne des guerres, mais ça, c'est une autre histoire. Pendant qu'il est en panne sèche, je poursuis ma découverte de la baie. À voir c'est aussi calme, on en oublierait presque sa vie sous-marine. Pourtant, sur ces fonds sablonneux, se cache une étrange créature. Ce sont des limules. Plus vieille que les dinosaures, résistant à la chaleur et aux mers pauvres en oxygène, la limule s'adapte à tout, et c'est peut-être ce qui lui a permis de traverser les millénaires. Mais Viet, notre capitaine, c'est pas vraiment l'histoire avec un grand H qui l'intéresse. La limule, c'est une espèce de la baie d'Along. Mais c'est surtout une spécialité culinaire. Depuis toujours. Vous savez, la tradition veut qu'on les mange par paire. Le mâle et la femelle, ensemble. On ne mange jamais séparément le mâle et la femelle. C'est pas bon pour la santé. Et puis leurs goûts sont complémentaires. Alors le mariage des deux est encore meilleur. Et puis les limules, c'est un peu comme les hommes. Quand il y a une femelle, tu peux être sûr qu'il y a un mâle pas loin. Ah, c'est donc pour ça qu'on l'appelle le crabe des amoureux. Sauf que la réalité, elle, est moins romantique, et ces limules ne tarderont pas à finir dans la marmite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cet animal, aux allures extraterrestres, a une drôle de particularité. Son sang est bleu, et surtout, il cache des propriétés étonnantes. J'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire. En route pour le sud du pays, direction Nha Trang. C'est simple, Nha Trang, c'est le centre scientifique du Vietnam. C'est ici que les premières recherches en écologie marine de tout le pays ont été menées dès le 19e siècle. Aujourd'hui, les scientifiques vietnamiens ont pris le relais des chercheurs français. Et Mademoiselle Ha, biochimiste à l'Institut océanographique de la ville, a trouvé le temps pour me recevoir dans son labo. Hi, Ha. Hello. Hello. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. L'Institut abrite la plus vaste collection d'espèces de toute la mer orientale. Mais Mademoiselle A, elle, s'intéresse surtout aux poisons. J'espère que le sang de limule n'en est pas un. Oh, not bad. Pas mal.
il a l'air bien conservé. Vous êtes sûr? Oui, il a l'air pas mal. Faudra juste le concentrer pour séparer les différents composants. Dans le sang de la limule, il y a des substances très particulières, le lysate et l'électine. Ces deux composantes sont très utilisées dans le champ pharmacologique. Le lysate permet de détecter la présence de bactéries et d'infections, alors que les lectines sont employées comme marqueurs et contribuent à la recherche pour la lutte contre certains types de cancers. Il y a donc un grand champ d'application possible pour l'industrie pharmaceutique. Eh oui, n'en déplaise à notre cher capitaine, la limule n'est pas qu'une spécialité culinaire. La communauté internationale a d'ailleurs classé ce trésor vivant dans la liste rouge des espèces quasi menacées. Et Mademoiselle A se bat pour qu'elle soit protégée au Vietnam. Un étrange animal surgi de l'art primaire fait avancer la science d'aujourd'hui. Qui l'eût cru? Thank you. Ah, super. Et l'avenir ici, c'est aussi qu'à Nha Trang, par exemple, ça construit dur. Des hôtels de 8000 chambres, en veux-tu, en voilà. C'est une autre révolution. Le Vietnam reste communiste, mais depuis les années 90, c'est le fameux renouveau économique, virage à 180 degrés, quasiment libéral, cap sur le tourisme. Comme disait Deng Xiaoping, le grand modernisateur de la Chine rouge, les voisins, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape des souris. La grande rivale balnéaire de Nha Trang aujourd'hui, c'est Mui Ne. Belle plage, palmiers, tout va bien. La saison commence doucement, les Russes de l'ex-pays frère qui adorent bronzer ici ne sont pas encore arrivés, profitons-en. Il y a donc un paradis de la glisse au Vietnam et on ne m'avait rien dit. Jérémy est métis. Ce franco-vietnamien qui a quitté Paris pour retrouver ses racines n'est pas là par hasard. Il a été l'un des premiers moniteurs de kitesurf ici et ne doute pas un instant du potentiel de Mui Ne. C'est le nouveau Hawaï d'Asie du Sud-Est. On est considéré comme un des meilleurs spots ici d'Asie du Sud-Est, qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, donc ça n'arrête pas. Depuis, en 5 ans, on a eu 25 écoles qui se sont montées. Sur la plage, c'est la folie. On a donc des nouvelles recrues qui sont mineures la plupart du temps, 16-17 ans, qui ont fini l'école et qui viennent travailler avec nous. Donc ils ont l'occasion de prendre toutes les ailes, de prendre la planche à voile et ils s'apprennent mutuellement. Donc dans leur langue, c'est bien plus facile pour eux. Et c'est vrai que la plupart donc, des employés, nos assistants, sont plus forts que les moniteurs techniquement, enfin individuellement. Il leur manque juste en fait de parler anglais. Donc, je pense que d'ici 5-10 ans, on va avoir la majorité des écoles auront au moins la moitié des professeurs vietnamiens. Et passer des $20 de simple plagiste à prof de kite à $80 la leçon, ça intéresse carrément les joueurs de go locaux. Le vent et les vagues, comme ascenseur social, pas si bête. Moi, je suis professeur de kitesurf. C'est mon nouveau travail. C'est super parce que ce sont des sensations fortes. Et en plus, donner des leçons aux touristes, c'est vraiment sympa.
C'est vrai que dans la vie comme sur l'eau, ce petit gars-là se débrouille plutôt pas mal. Je pense que d'ici 5-10 ans, on va avoir un champion vietnamien de kite. Ça nous étonnerait pas du tout. Là, c'est encore un peu trop récent. C'est les gens qui ont appris à 18 ans, 19 ans. Je pense que la prochaine génération, ceux qui vont pouvoir apprendre à 10 ans, on va pouvoir avoir un champion vietnamien. Et on va avoir beaucoup de profs vietnamiens aussi. Ça, c'est super. C'est sûr qu'ils ont les qualités pour ça. Les kitesurfers vietnamiens sont agiles comme des chats et d'une énergie peu commune. Au foot, sur la plage, ils sont carrément imbattables. Et pour le reste, ils sont bien décidés à se faire leur place au soleil sur la plage de Mui Ne. Avant de partir, tout le monde m'a conseillé de lire les romans d'Anna Moy. Styliste, collectionneuse d'art, écrivain, cette femme est étonnante. Une vie passée entre Paris, Saigon, Tokyo, partout chez soi, partout étrangère. Elle semble avoir fait de l'errance un mode de vie. Et puis un jour, elle a choisi Hoi An. Je pense que toute la ville a bénéficié du tourisme ces dernières années, quoi. Il y a beaucoup de touristes ici? Mais il y a énormément de touristes depuis le jour où la ville a été proclamée patrimoine mondial de l'humanité. Hoi An a été préservée aussi grâce à ça. Hoi An, c'est la Venise du Vietnam, la ville des artisans, des artistes. Un ancien port désormais coupé du grand large par la lagune, mais qui a su garder une atmosphère de comptoir maritime, les pieds dans l'eau. Je suis née à Saigon et j'ai grandi à Saigon. Pendant la guerre, donc on ne se déplaçait pas beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai ces souvenirs d'avoir piétiné la boue sur des digues, d'avoir eu les pieds dans l'eau, d'avoir attrapé des poissons. Oui, il y a chez moi cette nostalgie de la rizière qui est indéracinable. Et quand je parle avec mes amis vietnamiens qui vivent à l'étranger, tous me disent qu'ils veulent trouver un terrain au bord de l'eau. Hoi An serait donc à l'image du Vietnam dont on rêve quand on vit loin du pays. Un pont, en quelque sorte, entre passé et modernité. Après un long sommeil, la ville vit un renouveau incroyable. En un claquement de doigts, on fabrique ici sur mesure vêtements et chaussures. Arrivée ici avec une seule paire dans sa valise, Anna en a fait une collection, puis une boutique, sous le regard ébahi des habitants du coin. Avoue, au début, tu trouvais mes modèles invendables. Ben franchement, Anna, moi je pensais à l'époque que c'était pour toi. Et pas pour les vendre en boutique. Mais bon, après tout, si le marché est demandeur. Anna styliste, Anna romancière. Allons chez elle pour mieux comprendre tout ça. La première question qui est posée quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de quel village vous venez. Et ce qui est très particulier à Hoi An, c'est qu'on ne m'a pas posé cette question. Comme si c'était normal ici, dans cette ville qui a été un lieu portuaire ou qui a reçu beaucoup d'étrangers dans le passé. Et je crois que, en fait, je suis une sorte d'étrangère professionnelle.
C'est-à-dire Pendant de longues années, j'ai souffert d'être une étrangère, d'être différente, on va dire. Et finalement, ce sentiment d'étrangeté, c'est aussi un sentiment de liberté. Donc j'ai besoin de cette liberté. Moi, ce que je vais emporter du Vietnam comme un cadeau précieux, c'est la gentillesse des gens. Marguerite Duras, Pierre Loti et des tas d'autres personnes ont été happées par ce pays avant moi. Difficile de quitter les couleurs et les parfums du Vietnam. C'est vrai, je serais bien resté encore un peu.